de la culture du Japon à Paris. En tant que président de la Maison de la culture du Japon, j'ai le plaisir d'accueillir au sein de notre établissement un symposium autour d'un peintre exceptionnel japonais appelé Akira Tanaka, avec ces quelques tableaux que M. Odermatt a la gentillesse de nous montrer ici. J'ai accepté la proposition de M. Hervé Odermatt de ce symposium, non seulement parce que ce peintre mérite des hommages pour ses talents artistiques extraordinaires, mais aussi parce que je n'ai pas pu refuser la demande de mon ami de longue date, Hervé. Nous allons célébrer le centenaire de la naissance d'Akira Tanaka en 2018. C'est donc opportun de redécouvrir l'importance de ses œuvres qui ont été longtemps ensevelies dans le quasi-oubli. Il est connu comme un peintre qui a peint la vie populaire parisienne, mais j'aimerais faire remarquer surtout ses couleurs. Si on regarde attentivement ces toiles, on s'apercevra de la beauté extraordinaire de couleurs superposées et juxtaposées. On dirait que ce sont des couleurs émaillées. J'espère sincèrement que cette petite conférence sera l'occasion d'une redécouverte de Akira Tanaka. Cela étant dit, je passe le micro à Hervé et il va parler un petit peu de l'art Akira Tanaka avant la présentation de M. Ego. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Bien, en quelques mots, je vais dire comment j'ai connu Akira Tanaka. Et un jour, il y a un petit bonhomme qui rentre dans ma galerie, tout souriant, tout petit, voltigeant comme ça, et regardant les tableaux. Et il m'a intrigué, je lui ai demandé qui il était. Il m'a dit qu'il était Akira Tanaka et qu'il était peintre. Et par sa personnalité qui sortait de l'ordinaire, j'ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien voir vos tableaux, ce qui est très rare quand quelqu'un vient comme ça à la galerie, que je demande à voir les tableaux. J'ai dit, écoutez, j'aimerais bien voir vos tableaux. Le lendemain, je le vois, je l'ai encore sous les yeux, il arrive avec 3 tableaux sous les bras. Il me les montre, et excusez-moi ma grossièreté, j'ai dit, merde alors, ce type-là, oh. Mais il y a Holbein, il y a Belsham, il y a Permec, et je vois tous les courants de peinture, et j'ai dit, c'est lui. Malgré tout ça, il est lui-même. Et bien entendu, je lui ai proposé d'aller dans son atelier et de lui faire une exposition, et je lui ai donc fait une exposition qui, à l'époque, a été un très très grand succès. Et puis, comme vous savez, il est mort tout à fait d'une manière inattendue sur une table d'opération, il ne s'est pas réveillé. Et après, je ne me souviens plus, parce que maintenant, j'ai bientôt 91 ans, donc dans la mémoire, il y a beaucoup de choses qui m'échappent, mais je ne me souviens plus comment se fait-il que j'ai perdu un petit peu le contact avec Tanaka. D'abord, oui, parce que son épouse n'était pas une femme facile, en plus de ça, elle a complètement, quand elle a été à l'atelier, elle a complètement doublé les marchands japonais, ce qui ne se pardonne pas au Japon. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment un véritable boycott de Tanaka. Et si nous sommes là aujourd'hui, justement, c'est pour le sortir de l'oubli. Et je vais donc, j'ai vraiment des alliés formidables dans ce but. Bien entendu, M. Fabrice Ergot. Et puis, je demande à mon gendre, j'ai dit donc, qui était Paolo Vedovi, et qui était un des grands marchands de sa génération, je dis, Paolo, tu pourrais pas me trouver un marchand pour Tanaka? Et bien, il me dit, moi. Alors ça, je peux vous dire, je suis tombé sur le derrière qui s'intéresse à Tanaka. Et donc, voilà, donc il y a tout un mouvement qui se prépare, il y a un travail énorme, parce que les prix de Tanaka, absolument, par exemple, j'ai regardé sur Internet, etc., un tableau se vend au Japon actuellement 525 dollars, hors dollars. C'est même criminel qu'au Japon,
On laisse, c'est pas un, c'est 10 tableaux comme ça. J'ai regardé les ventes depuis 2012, 13, 14 et 15. On en est dans ce genre de prix, 600, 800, le plus haut, 1200 $. Donc il faut redonner maintenant à sa place, à Tanaka, et M. Fabrice Cadon, directeur du musée d'art moderne, va vraiment faire ce qu'on appelle une conférence sur Tanaka. J'accueille mon ami Fabrice Argon. Merci, bonjour, bonsoir à tous, merci d'être là. Je dois dire qu'avant avec Hervé Odermatt, qui me parle de Akira Tanaka, je n'en avais jamais entendu parler et je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et ma première réaction quand il m'a montré les tableaux a évidemment été, comme très souvent chez les bons artistes, un mouvement de recul. C'est-à-dire j'ai trouvé ça très fermé, très étrange, je n'ai pas tout de suite compris ce que c'était. Mais il m'a fallu assez vite, assez peu de temps, peut-être quelques minutes, pour me rendre compte que cette peinture avait une présence exceptionnelle, qu'elle était effectivement assez originale, et qu'elle était finalement une peinture tout à fait dans son temps, tout en étant, comme tout grand peintre, intemporel. Et quand il s'est agi de faire cette conférence, j'ai cherché à savoir qui pouvait en fait faire une conférence, et je ne connais personne qui peut-être dans l'entourage pourrait comme ça s'atteler au travail de faire un travail de présentation sur un artiste qui est aussi inconnu et peut-être aussi difficile à voir. Et je me suis dit finalement pourquoi ne pas essayer moi-même de regarder un peu plus près cette œuvre et de m'y plonger. Et je veux remercier Hervé Odermatt de m'avoir donné la possibilité de voir les tableaux, mais aussi, et ce qui a été tout de suite une entente entre nous, que ce premier intérêt aboutirait très vite à une donation pour le musée d'art moderne, parce que avant d'être conférencier, je pense que mon vrai métier est d'être directeur de musée, et je crois qu'un directeur de musée, en tout cas tel que je m'entends, est quelqu'un qui est là pour enrichir les collections. Et je crois que Tanaka est sans doute un des grands artistes en France, c'est de la prière française, et mérite d'être présenté dans un musée comme une sorte de valeur d'artiste découverte ou redécouverte d'art, je l'espère, et qui a, comme c'est arrivé souvent dans l'histoire de l'art, qui disparaît après sa mort et qui réapparaît ensuite progressivement pour trouver, après plusieurs décennies, sa place définitive. Alors, qui est Akira Tanaka? C'est difficile à savoir, il y a très peu de choses sur lui en français. La publication la plus importante, c'est une exposition, une galerie qui remonte à 2009. Il y a sans doute des choses au Japon, puisqu'il a eu un grand succès au Japon, il a été souvent montré au Japon. Il est né en 1918, comme vous l'avez montré tout à l'heure, mort en 1982. Et il a vécu à Paris à partir de 1959. Son intérêt pour Paris est une chose qui est évidemment traditionnelle, puisque dans la fin des années 50, Paris reste une très grande capitale artistique. C'est une grande capitale artistique et il trouve à Paris quelque chose qui est pour lui peut-être sa thématique, parce que de toutes les recherches que j'ai pu faire, qui sont essentiellement des peintures qui vont de la fin des années 50 à la fin des années 70, tout début des années 80, il y a une assez grande homogénéité dans son travail. Ici, on le voit dans son atelier, il a un atelier à Meudon, en train de poser plus que de peindre devant ses tableaux. Il a fait plusieurs centaines d'œuvres, avec toujours ce même sujet, qui sont en fait des personnages, avec une tête démesurée, de très petits yeux, et généralement du nez plat et écrasé. Lui est par exemple très petit de taille, peigné, comme on le voit ici, peigné à plat. Et ce qu'on peut voir dans cette photographie, c'est que la matière est une chose très importante pour lui, et je pense que c'est même sans doute par la matière picturale qu'il est probablement un grand peintre. Les premiers tableaux que j'ai pu retrouver chronologiquement sont ces figures qui sont évidemment inspirées, qui paraissent assez banales, qui ont un côté un petit peu place du tertre, c'est-à-dire des images un peu simples, populaires, et qui est quelque chose qui appartient aussi, je crois, à l'image et à la figuration japonaise. C'est quelque chose d'une lecture extrêmement simple et extrêmement populaire, et qui très vite, et on le voit déjà ici, crée une sorte de raideur et de monumentalité très particulière. Ce qui est frappant, c'est finalement la monumentalité des visages, avec une gestualité très réduite, très limitée, et qui en fait bien autre chose, disons, qu'un simple tableau anecdotique. On comprend tout de suite que le parallélisme des bras
l'opposition entre la raideur des visages, la raideur du mouvement de la tête et ce jeu, disons, ce jouet tric-trac qui est en train d'animer la petite fille, ne fait finalement que renforcer cette monumentalité et donne à ces personnages quelque chose qui est plus proche, si vous voulez, plus proche d'une statue de l'île de Pâques que d'une illustration d'une mère avec son enfant. On revoit aussi donc, dans ces premiers tableaux qui sont un peu plus doux, un peu plus légers que ceux qu'on a ici devant nous, une mère avec un enfant, et on voit ce geste tactile de l'enfant envers la mère qui ferme les yeux, et qui est un des rares tableaux dans lesquels il y a réellement une expression psychologique, et qui en fait quelque chose assez proche de Pernec. On est très proche aussi d'une sorte de peinture qui a déjà un grand niveau d'abstraction, qui sort de l'illustration, et avec un travail sur les lignes, un travail sur les formes qui est très particulier. Ce qui est frappant, c'est les yeux qui sont vraiment des tout petits points, et ce nez qui est une nez verticale, et cette bouche très souvent fermée, et avec un corps assez animal, et qui tient là aussi un enfant, qui lui-même ressemble plus à un petit chien qu'à un véritable être humain. Et ce qui est peut-être le plus frappant encore, c'est de voir que tous ces yeux et cette bouche sont toujours sans aucune expression. Ce sont des regards qui sont tournés vers l'intérieur de la figure, comme si le personnage cherchait à s'abstraire de lui-même. Et on n'est plus du tout dans la représentation de psychologie. On n'est pas dans quelque chose qui exprime un état d'esprit, on est plutôt dans un caractère, une expression qui exprime une sorte de concentration sur soi, voire de fuite devant l'apparence, voire de fuite devant la réalité. Et on a le sentiment, si vous voyez les tableaux qui sont ici, que tous ces personnages sont physiquement présents, mais qu'ils sont en fait intérieurement, psychologiquement absents, absorbés par une sorte d'intériorité qui en fait peut-être le caractère très déconcertant de cette peinture. Ces personnages sont finalement dans une sorte de représentation qui est une représentation toujours un peu négligée. Ils sont pris comme sur l'instantané, mais ils ne sont pas dans l'exploration du monde extérieur. Et quand il s'agit d'un monde extérieur, ce sont les journaux, c'est un jeu, mais en fait c'est une sorte de très grande solitude qui est exprimée à chaque fois par leur attitude. Et c'est très frappant et c'est très fort, et c'est une dimension psychologique qui évidemment le situe très loin de beaucoup de peintres de son époque, mais qui est compensée, rattrapée, équilibrée par le traitement pictural. Alors j'ai cherché un petit peu à comprendre d'où pouvaient venir ces compositions. On a évidemment ce sont des personnages qui sont toujours des personnages qui viennent d'un milieu apparemment populaire, c'est-à-dire qu'ils sont dans une sorte d'attitude comme s'ils étaient pris, bloqués par l'impossibilité d'accéder, disons, à une ascension sociale. Ils sont dans une situation sociale qui est une situation qui paraît définitive et qu'ils ont non pas accepté, mais dans laquelle ils vivent comme dans une cage de verre. Les observations qu'il fait, sont des observations qu'il a fait lui à Paris. Il a beaucoup regardé dans la rue, il a beaucoup suivi les figures qu'il voyait autour de lui. Il se situe aussi naturellement dans une tradition d'histoire de l'art très importante, de béatitude, qui peut évoquer des peintures du XIXe siècle et les tableaux de Degas ou de Toulouse-Lautrec. Ce qui est aussi visible, c'est cette référence qui est peut-être moins connue pour nous, mais qui est assez forte dans la grande peinture japonaise du XIXe siècle, c'est la présence des visages, et ce caractère extrêmement disons, à la fois dessiné, mais comme absent de visage. Et on a ici cette figure de geisha, avec un enfant derrière, et qui est un siècle après. Et on retrouve dans la grande peinture, disons, psychologique de la fin du XIXe siècle, avec ici cette buveuse d'absinthe de Degas, cette même bévitude, cette même absence dans la présence, qui est finalement à la fois une grande manifestation psychologique, mais qui est aussi un des grands gestes picturaux de l'art de l'impressionnisme, et qui va bien au-delà, pour le coup, de toute peinture, disons, académique, à laquelle on pourrait superficiellement rapprocher, c'est-à-dire montrant l'absence de la personnalité du personnage qui est dans le tableau prend finalement une présence beaucoup plus grande. Et c'est comme s'il y avait en fait un mouvement, disons, balancier entre la psychologie et la présence physique du tableau, qui naturellement ici, comme chez Tanaka, est articulée par une géométrie extrêmement travaillée, extrêmement aboutie,
des tables et du vertical. On retrouve cette même géométrie des bras, des gestes et de l'absence de psychologie avec ces repasseuses qui montent une et courbée sur elle-même et l'autre dans une sorte de bâillement, c'est-à-dire une sorte de suspension de sa propre réaction, agrippée à cette bouteille d'eau devant elle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici le traitement extrêmement floconneux et superficiel de Degas est probablement quelque chose que Tanaka a regardé et qu'il a appliqué dans ses tableaux. Nous avons la chance d'avoir les tableaux devant nous, et c'est une matière très frappante, très frappante par ce traitement par touche, comme neigeux, disons, floconneux sur la surface. On peut évidemment penser, alors il y a peut-être un grand modèle, qui est le chef-d'œuvre de Grand-Mère, son grand chef-d'œuvre, qui est le tableau de 1925, La guerre, au musée d'art moderne de Paris, et donc qui est une sorte de préfiguration aussi de ce que sera Tanaka plus tard, qui sont ces soldats dans la tranchée qui sont là aussi très présents dans leur présence dans la tranchée, mais absents par l'interminable attente que vivaient les poilus dans les tranchées de 14. Et ce retranchement à l'intérieur de soi est quelque chose qui est un sujet probablement, disons, qui apparaît très visiblement avec les repasseuses et la vieuse absinthe de Degas, et qui sera un des grands thèmes qui traverse la nature du XXe siècle. Il a souvent été rapproché de Bensheim, Léo Dermat parlait de Bensheim. Bensheim est un artiste américain 20 ans plus vieux que Tanaka. Il est surtout proche par le traitement des sujets, c'est-à-dire une population, disons, assez ouvrière, mais je crois que la proximité s'arrête sans doute à cela, puis peut-être la composition relativement absente apparemment des figures qui sont présentées comme si elles ne posaient pas réellement, qu'elles regardaient ailleurs et pensaient à autre chose. Un sujet évidemment très proche dans l'attitude de Tanaka, c'est ce buveur de 1948 de Bernard Buffet, qui est dans l'exposition que nous présentons actuellement, qui est lui aussi directement inspiré de la buveuse d'absinthe de Degas, repris entre-temps par Picasso, et qui montre à la fois cette absence et dans l'absence cette présentation, cette présence, cette surprésence de la forme et du dessin, qui est certainement, disons, la caractéristique majeure de l'œuvre de Bernard Buffet, c'est-à-dire une sorte de génie absolu, d'occupation géométrique, disons, de la surface de la toile, et à laquelle, je pense, Tanaka n'a rien inventé. Au même moment, pratiquement contemporain dans la création, il y a évidemment Buffet, avec ici ce portrait de Léoto, portrait que Léoto détestait, et qui montre quelque chose que Tanaka reprend aussi à son compte, et qui est cette minération. C'est-à-dire le fait qu'il représentait des sujets avec une sorte de décalage entre le réalisme et le traitement, et que finalement il peignait une peau, un visage, l'expression d'un visage, de la même manière qu'il pouvait dessiner un morceau d'écorce ou un morceau de chien dent ou une pierre. Et cette non-identité, disons, entre le traitement de la matière et la matière elle-même, le sujet lui-même, est quelque chose qui est assez frappant dans les œuvres de Tanaka, c'est que ces tableaux sont finalement quelque chose de totalement, disons, comme si c'était des taches dans le mur, c'est-à-dire cette manière-là dont il travaillait. Il raconte assez simplement la manière dont il peignait, et je trouve qu'il parle dans l'interview qu'il donne pour le catalogue de l'exposition qui a eu lieu à la Galerie de Mans en 1909, sont reproduits en fait, traduits du japonais, quelques propos de Tanaka qui disent assez bien l'intérêt qu'il avait pour le traitement et pour la matière. On lui demande, on m'interroge un petit peu sur ces tableaux, et il raconte comment les choses se passaient pour lui. Il dit, avant de venir en France, j'utilisais l'envers de la toile. Utiliser l'envers de la toile est une chose assez rare en peinture. Il y a un artiste qui l'a fait de manière absolument systématique et qui est intéressant aussi par la manière dont il affirme un sujet quand il le retire, c'est Francis Bacon.
Francis Bacon peignait toujours la toile à l'envers, de façon à arriver à faire en sorte que la matière s'absorbe par la toile. Et dans cette absorption de la toile, il luttait physiquement pour que le sujet réapparaisse et ressorte du tableau. Et je crois qu'il y a dans cette volonté, alors il n'y en a qu'à changer, mais cette absorption de la matière par la toile est quelque chose qui le fascine, et c'est intéressant de créer un parallèle entre l'absorption de la matière et l'absorption du sujet, qui est, je pense, centrale dans l'œuvre de Tanaka. Donc avant de venir en France, j'utilisais l'envers de la toile, sans raison particulière, juste par préférence. Depuis que je suis en France, j'ai eu la chance de trouver une grossière toile de lave non préparée, à mon goût, que je me suis mise à utiliser montée sur un châssis. Tout d'abord, pour la couche du fond, j'utilise une peinture vinylique dissoluble dans l'eau, pas trop diluée, et juste assez crémeuse, que j'étale sur la toile au couteau et que je fais sécher. Ensuite, je peins par-dessus une couche à base de blanc, mélangée de façon non uniforme à des couleurs sans répulsion, comme le noir, le rouge clair, le jaune, le bleu, en veillant bien à laisser les inégalités. Intéressant de voir qu'il est fasciné par le fait que les matières qu'il utilise ne se forment pas, en tout cas, elles ne se répulsent pas entre elles, donc ne viennent pas cristalliser une forme, mais qu'elles sont dans une sorte d'absorption et de diffusion sur la toile. Quand tout est sec, en été 3 ou 4 jours, normalement tout sèche environ une semaine, c'est là que je commence à peindre directement, sans faire de dessin. Disons que je veux peindre telle chose de telle façon, c'est-à-dire que lorsque j'ai déjà une idée concrète dans la tête, je peins alors directement sur la toile dès le début, en suivant mon idée. Et pour ce n'est pas le cas, je contemple alors vaguement la toile préparée, parfois même je la regarde pendant des heures, ainsi à travers le flou des inégalités et la couche de fond, peut m'apparaître la forme d'une tête humaine, forme intéressante et inopinée, comme sortie d'un nuage. Si je détourne un peu les yeux et que je regarde de nouveau, la plupart du temps, tout a disparu, et il ne reste plus que les taches de la couche du fond. Et je saisis ainsi sur la toile ces visages, ces formes humaines qui m'apparaissent instantanément. Généralement, ce qui m'attire en premier dans un visage humain, ce sont les yeux et le nez. Le petit point noir sur la couche de fond peut devenir l'œil, la tache jaune à côté et à côté le nez. C'est exactement, enfin on a à peu près exactement la description de ce que racontait Léonard de Vinci, qui s'inspirait des taches de mur pour commencer à peindre un tableau. Et tout cela peut ne pas apparaître forcément au centre de la toile, mais à différents endroits. C'est pour cela que tout d'abord, je commence à peindre à partir de ces points, pour les saisir et les conserver définitivement sur la toile. C'est intéressant de voir que finalement il procède un peu comme Dubuffet, comme Dubuffet le fait aussi pour les toiles de la même époque, et qui utilisera encore jusqu'à Lourdes dans les années 50, c'est-à-dire que les accidents de la matière sont finalement ce qui fait le sujet de la toile, et que ces accidents de la matière s'intègrent, en s'intégrant à la nature, forment progressivement le sujet. On me pose la question, qu'utilisez-vous pour peindre? J'ai comme outil une sorte de petit rouleau en éponge. C'est avec cela que je fixe les formes, qui peuvent se peindre en clair ou en foncé. Il s'agit de petites formes partielles, orientées plus haut vers le haut, du côté de la toile. Mon travail va donc avancer aussitôt que la forme qui apparaît instantanément à travers la tache sur la couche du fond de la toile correspond au visage d'un personnage, que je projetais de faire, ou sans idée concrète. Correspond à la forme que j'avais un jour imaginée. Que l'image de ma tête, ou celle de mon voyage en Espagne l'an dernier, ou celle de la grand-mère vendant des billets de loterie que j'ai vu hier en Montparnasse, peu importe, la peinture avance comme sous des roulettes aisément. Ce procédé, c'est-à-dire de commencer à peindre à partir de l'image qui apparaît en regardant vaguement la toile, en est un, puis il y en a un autre, celui dont vous avez parlé tout à l'heure. Je suis donc dès le début décidé devant ma toile à peindre par exemple aujourd'hui le vendeur de billets de loterie en Espagne. En ce cas, la plupart du temps, je commence à peindre à partir du centre de la toile. Je cherche tout de même un petit point sur la couche de fond. Celui-ci deviendra peut-être l'œil du personnage, mais parfois pourra disparaître entre les deux yeux. Mais en tout cas, je m'efforce de baser sur le point que j'ai trouvé la composition du visage, du corps puis des mains, et ensuite peindre ce que tient la main. Et dans ce cas, il m'arrive plus souvent de peindre l'objet qui tient la main que la main qui tient l'objet. Ce qui est aussi une vision assez, intéressante, parce que c'est une vision aussi mettant en évidence le caractère, disons, de déshumanisation finalement de cette peinture. Ce n'est pas qu'il ne s'intéresse pas à l'humanité, bien au contraire, mais en fait il essaie de donner un état d'humanité qui est un état d'humanité dans un état de déchéance, ce qui, je pense, en fait ce côté particulièrement saisissant et troublant de cette peinture. Si ces personnages sont tous des personnages, disons, d'une
classe sociale relativement basse, sans espoir, qu'ils ont tous un âge où la vie est derrière eux, ce qui est un élément très important dans la plupart de ces tableaux, dans la plupart de ces tableaux, de ces grandes compositions. Quand c'est une maternité, on sent que c'est une sorte de passage de relais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en tant que le personnage principal ne peut pas revenir en arrière dans sa vie, qu'il n'a plus d'espoir en quelque sorte. Ce manque d'espoir, ce manque d'évolution sociale, ce manque aussi de perspective en existence, c'est quelque chose qui appartient profondément, disons, au sujet même de sa nature. Et cette absorption du personnage par, disons, sa destinée est à mettre absolument en parallèle avec le traitement pictural, le fait que la peinture soit absorbée par la toile, et que finalement il y ait très peu de différence entre la figure et le fond. C'est comme si ces personnages se dissolvaient dans quelque chose qui est une sorte de soupe, disons, générale, et qui correspond sans doute de manière assez visionnaire à ce qu'est l'existence de cette époque, et c'est sans doute l'existence d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nos individualités sont finalement dissolues, et que nous sommes dans une sorte disons, de vie qui surnage et qui n'existe plus dans sa forme la plus intense que par, disons, la consommation, ce n'est pas d'autre terme, d'informations, et d'informations qui sont des informations qui, dans le fond, nous aveuglent plus que nous éclairent sur la réalité du monde. Et je trouve que cette présence, en fait, assez ironique des journaux, et parfois on apparaît, pas ici, mais on apparaît des fusages publicitaires vantant des ondes d'Europe 1, que ce lien finalement entre l'activité et finalement l'inutilité de cette activité est quelque chose de très fort dans cette peinture. Et qui en fait, disons, de cette peinture, je pense, une véritable manifeste à la fois d'une époque, d'une classe qui est en train de se terminer, d'un monde qui n'existe plus, mais qui est un monde qui est toujours en nous et qui est toujours présent en nous, et qui finalement est un monde qui appartient autant à notre passé, c'est en fait que Paris, effectivement, le banlieue des années 60, 70, c'est l'essentiel de sa peinture, mais qui est aussi un monde qui est notre futur, et disons la tristesse et la limitation de notre futur. Nous sommes finalement dans une sorte, disons, de pris dans notre destinée, pris dans notre vieillissement, pris dans les fausses informations dans lesquelles nous baignons, aussi, disons, de manière aussi tragique que sont pris ces personnages dans ces toiles. Et je pense que la dimension métaphorique de cette peinture en fait une peinture de très grande qualité, quelque chose d'absolument unique dans l'après-guerre, parce qu'il arrive, contrairement peut-être à la manière dont on regarde généralement la peinture moderne, il arrive à intégrer justement cette dimension humaine à la dimension moderne. Et cette dimension moderne est chez lui très présente, on le voit ici avec Buffet, quand il parle de sa peinture, et c'est très proche finalement, correspond absolument, disons, à ce que fait Tanaka. Il dit par exemple, quand il parle des corps de dames, je cite Buffet dans un texte du début des années 50, mon intention, dit du Buffet, était que ce dessin ne confère à la figure aucune forme définie, qui n'empêche au contraire cette figure de prendre telle ou telle forme particulière, qui la maintienne dans une position de concept général et d'immatérialité. Ce qui est dans l'immatérialité minérale de ces tableaux est aussi vrai, parce que ces figures sont finalement, n'ayant pas d'identité propre, sont comme des nuages que voit Tanaka dans le fond de sa toile. Une forme d'immatérialité me plaisait, et je crois que c'est donc une inclination doit être un peu très constante dans toutes les peintures, juxtaposée brutalement dans ces corps, du très général et du très particulier, du très subjectif et très objectif, du métaphysique et du trivial grotesque. Et ce lien entre la métaphysique, c'est-à-dire pourquoi existons-nous, d'où venons-nous et vers où allons-nous, qui est le propre de la métaphysique, se juxtapose ici dans cette peinture de Tanaka, avec finalement une vision assez grotesque, mais qui est un grotesque finalement ce que je trouve pas du tout ironique, c'est-à-dire en fait il ne se moque pas de ces gens-là, on n'est pas dans la caricature, ce n'est pas une vision caricaturale de l'humanité, c'est une sorte de vision, disons, je crois, assez sympathisante, enfin je dirais compatissante de ces tableaux avec une très grande force d'empathie, mais cette empathie va tellement loin qu'il parvient, en fait, en les peignant, à aller presque, disons, au fond même de cette humanité, et ce fond est un fond qui est dans une sorte de vacuité, très grande vacuité. Et je trouve que cette vision de la vacuité de l'humanité est quelque chose qui le fascine, parce qu'elle est finalement quelque chose dans laquelle l'essentiel de l'humanité vit. Je ne sais pas grand-chose de la biographie
de Tanaka. Quand on lit un petit peu les articles sur lui, quand on regarde un peu ce qui s'est publié, il semblerait que l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale a été une expérience extrêmement, enfin, comme évidemment pour beaucoup de Japonais, une expérience terrible et extrêmement déterminante, et qu'il en soit sorti, qu'il soit revenu du Japon, venu à Paris avec peut-être, disons, des souvenirs extrêmement douloureux et intenses et extrêmement disons, définitifs sur, disons, sans plus aucun espoir sur l'humanité. Et on a effectivement dans cette peinture ce désespoir qu'on retrouve dans le cinéma, dans le film comme Hiroshima mon amour, sur le sentiment du à quoi bon, après l'atome, après la bombe atomique, et qui est finalement une chose qui crée une forme de solidarité entre les êtres humains. En France, Tanaka semble avoir effectivement eu du succès dans les années de son vivant, genre qui a été montré, pas dans les musées, il n'y a aucun tableau de lui dans aucun musée français. Je m'explique assez mal cette invisibilité de l'institution, parce que je m'explique assez mal, je pense qu'on est dans un cas qui est assez proche de celui de Bernard Buffet, c'est-à-dire que, alors, non pas que le succès ait rendu aveugle les musées, mais disons que le fait que c'était une peinture figurative, à un moment donné où l'abstraction était la norme, c'est quelque chose qui a sans doute rendu impossible le fait qu'on puisse le regarder. Et je crois que peut-être aussi le caractère, disons, cette étrangeté, cette association disons, de tradition japonaise, si on pense à Hokusai, et de profonde connaissance de la peinture occidentale, si on pense à Manet ou si on pense à Dubuffet, c'est quelque chose qui n'a pas dû être compris, et qu'il nous aura sans doute fallu le recul d'aujourd'hui pour commencer à saisir cette peinture. En fait, ce qui me frappe en le regardant, c'est justement, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette dimension abstraite. C'est-à-dire que plus on regarde cette peinture, et plus on voit que cette peinture a une monumentalité qui excède et qui dépasse celle des figures qui y sont représentées. Elle a cette monumentalité non seulement par dimension des têtes, ou par l'absence de ces regards qui sont cette solitude absolue, puisqu'on voit que ces personnages sont tous dans une sorte de colloque, ils sont rassemblés, et là ils sont en train de s'acharner autour de journaux, de chercher avidement, un peu comme des animaux affamés à se nourrir d'informations, et qui sont eux-mêmes dans une solitude absolue et que leurs regards ne se croisent même pas, c'est-à-dire que tous les regards sont à des niveaux différents. Et cette monumentalité vient de cette présence dans l'absence, mais elle vient aussi de ce jeu très subtil et je pense extrêmement admirable des lignes, cette verticale du parasol ici, absolument saisissante, et évidemment le jeu des couleurs qui s'opposent à ces accidents de la matière, entre le blanc du papier des journaux et les différentes couleurs du parasol. Et on a dans la construction des recherches, dans le fond, extrêmement, disons, extrêmement audacieuses, et si on voit l'utilisation des couleurs qui sont des couleurs qui a priori n'apparaissent pas mais qui sont bien réelles, on a exactement le même code de couleurs que dans la peinture de Poussin, c'est-à-dire des couleurs primaires, le jaune, le bleu, le rouge, avec un fond blanc, généralement un fond clair, et l'organisation de ces couleurs est finalement faite non pas à partir de dimensions psychologiques, mais uniquement, disons, pour animer la peinture et donner à la peinture une dimension qui est une dimension finalement très peu psychologique et comme une sorte d'abstraction qui est en train de courir sous le sujet. Et plus on regarde cette peinture, et je pense que plus ce lien avec entre matière et sujet est important. Je vais même jusqu'à penser que cette peinture est finalement une peinture qui a, dans sa matière, quelque chose de très intéressant. La matière n'est jamais ennuyeuse, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose qui est extrêmement vive et animée, comme on l'a par exemple ici avec ces terres du buffet. Il y a quelque chose où les différents accidents de la surface du tableau jouent les uns avec les autres, sont dans une sorte de combinaison qui n'est pas harmonieuse, mais qui n'est pas non plus disharmonieuse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe entièrement à la surface du tableau, il n'y a pas de fond, le fond est à peine existant, les figures occupent tout l'espace, et chaque personnage est un peu comme une tâche qui s'organise par rapport aux autres. Et chaque personnage a néanmoins une sorte d'expression très forte de sa solitude et de son absence, quelque chose d'extrêmement intense et d'extrêmement présent. Et je trouve bien que matériellement, ça me fait penser à un artiste très admiré, qui est un très grand peintre,
qui est la peinture de Robert Reimann, qui est un artiste qu'on associe plutôt à l'art minimal et à l'art conceptuel, mais dont les accidents de la matière sont, comme le disait tout à l'heure Tanaka, une source d'inspiration et une source de regard. La peinture de Reimann a en particulier le fait que, c'est très difficile à reproduire, mais cette peinture qui est faite très souvent d'une seule couleur, avec parfois des éléments de couleur qui apparaissent, qui ne peuvent être que les éléments de la toile par exemple, elle a une sorte de richesse dans la technique qui fait que chaque tableau est une expérience, chaque tableau est une expérience du regard. Et que la matière de ces tableaux, comme dans les peintres de Tanaka, est finalement quelque chose qui est un monde, un univers qui s'ouvre sur un degré de perception, qui est très, très immédiat, très matériel et qui apporte une sorte de volupté. Et là aussi, je dois dire que le caractère très voluptueux de cette technique chez Tanaka est aussi quelque chose qui contrebalance la dureté du sujet, l'austérité du sujet, et que je trouve très, très équilibré. Enfin, en fait, pour terminer, pour dire ce qui m'apparaît dans cette peinture, c'est que c'est un artiste très abouti, c'est un artiste qui est arrivé pour l'essentiel entre 40, à partir de la fin de sa trentaine d'années, pour ce qu'on en sait, est arrivé à un degré de peinture extrêmement sophistiqué, très original, très absolument, disons, érudit. C'est une peinture qui, comme je crois, vous laissez entendre, est une peinture qui a une très grande compréhension et connaissance de l'histoire de la peinture, et qui en même temps, malgré cette érudition, est une peinture d'observation, c'est une observation tellement fine qu'on a le sentiment qu'il regarde finalement la psychologie ou Remix, qui passe à travers, disons, la psychologie humaine pour entendre quelque chose qui est une sorte de vérité universelle, et qui est à la fois la trace d'une époque, mais qui est aussi, disons, la réalité de notre monde actuel et du monde de l'en devenir, c'est-à-dire cette solitude que l'absorption des images massives, que la rapidité des images, que la facilité des images ne fait que ne l'efface pas, parce que je crois que, contrairement à ce qu'on croit, l'art n'est pas contrairement à la formule habituelle, quand on dit que l'art donne à voir, c'est une formule un peu facile. Je pense que les grands artistes, les grandes œuvres sont des œuvres qui montrent quelque chose qui est plutôt de l'ordre du cachet, qui cachent en elle-même quelque chose qui n'est pas une chose qu'on n'avait pas vue, mais qui est une chose qui, mystérieusement, est une chose qui existe et qui reste mystérieuse pour nous. Et je trouve que cette peinture est une peinture qui montre finalement ce qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que nous avons oublié que ce qui est caché, que ce qui est opaque, ce qui est inaccessible, ce qui est finalement au fond de nous-mêmes, qui souvent est quelque chose difficile à expliquer, mais finalement en soi-même quelque chose d'extrêmement intéressant, extrêmement mystérieux, et qui peut aussi avoir son charme. Et je crois que cette peinture montre ce charme de la désolation, ce charme de la solitude, ce charme de l'isolement, et qui est un charme qui en fait, malgré ses caractéristiques négatives, est quelque chose qui fait tout le fond de l'humanité. Et il est certainement possible que Tanaka fasse partie de ces artistes au XXe siècle qui ont su associer en fait cette intensité psychologique et en même temps cette très grande connaissance de la peinture, et de les associer très profondément, et de les imbriquer l'une dans l'autre, sachant, en mettant ensemble matière et esprit, comme peu d'artistes l'ont fait à la fin du XXe siècle. Voilà ma petite conférence, voilà une vision de ma première approche, parce que je pense que c'est un artiste sur lequel je continuerai à travailler, je continuerai à regarder. C'est une découverte absolue, parce qu'il arrive très rarement dans la carrière d'un conservateur de musée. C'est très rare qu'on puisse découvrir complètement un artiste. Ça arrive très souvent qu'on déteste un artiste et qu'au bout d'un certain nombre d'années, on finisse par le trouver intéressant. Ça a été mon cas, par exemple, pour Bernard Buffet, comme sur d'autres artistes. Buffet est un cas extrême. Ici, ce n'est pas du tout, je n'ai pas du tout la violence, disons que je sentis la violence qui m'a été produite dans le Buffet quand je l'ai vu la première fois. La répulsion venait parce qu'on comprend tout de suite au premier regard la complexité de quelque chose, et que cette complexité est évidemment quelque chose qui est nouveau pour vous, et qu'on a du mal à absorber simplement parce qu'on ne le connaît pas. Mais en regardant cette peinture, on pense qu'on entre dans un univers qui est un univers extrêmement rigoureux, qui n'est pas un univers monotone, pas plus que la peinture de Reimann est une peinture monotone. Chaque tableau est une reconstruction différente, chaque tableau est une réorganisation du monde, chaque tableau d'ailleurs est un monde complet.
Et je trouve que cette peinture est une peinture qui mérite vraiment d'être étudiée et d'être classée parmi les plus grands artistes certainement de la seconde partie du XXe siècle. Je suis très curieux et je pense qu'il y aurait un gros travail à faire du côté japonais, c'est-à-dire un gros travail d'étude, d'histoire à faire sur le côté japonais. J'ai vu qu'il avait publié une autobiographie que je n'ai pas trouvé de publication dans, disons, en langue, dans l'alphabet du côté occidental. Je pense qu'il y a des recherches à faire. En tout cas, c'est une figure mystérieuse, une figure étrange, une figure tout à fait nouvelle dans le paysage, mais une figure qui certainement restera pour longtemps dans l'histoire de l'art. Merci. Je peux répondre à des questions si vous souhaitez. Bon, je pense qu'il y a un rapprochement psychologique et littéraire qu'on peut faire aussi, et qui est assez contemporain de Tanaka, qui est l'œuvre littéraire de Beckett. Je pense que le sentiment d'isolement, de solitude, d'absurdité chez Beckett est très proche de ce que montre Tanaka. Beckett est probablement un des plus grands écrivains du siècle dernier. Il y a aussi une chose qui est importante et qui est peut-être aussi quelque chose qui a fait que son œuvre n'a pas non plus été tout de suite comprise, c'est qu'il y a beaucoup dans cette peinture, et ce que je trouve très évidemment le sommet de l'élégance, c'est cette retenue japonaise, c'est-à-dire le fait qu'on exprime quelque chose avec des moyens extrêmement minimaux, minimalisme, extrêmement réduit, et je trouve que cette réduction d'expression, cet autocontrôle qui finalement pousse vers la fuite à l'intérieur de soi est quelque chose de particulièrement... cette peinture n'aurait sans doute pas pu exister si elle n'avait pas été faite par un japonais. Et je pense que cette éducation japonaise, cette attitude japonaise de ne pas... cette forme de contre-expressionnisme finalement, qui ici interagit avec une forme, disons, de peinture expressionniste, inventée, mise en place par l'impressionnisme, est devenue à la suite de l'impressionnisme par l'expressionniste. L'association des deux est aussi, l'association de ces deux forces contraires, est quelque chose qui est très, très important dans cette peinture, qui n'aurait certainement pas pu être faite, même si elle a été peinte en Europe, peinte en France, par un peintre qui n'est pas japonais. Et le caractère japonais est, je pense, une des grandes qualités aussi dans son interaction dans cette œuvre. Et je voudrais poser une question, s'il te plaît. Quel est le rôle de M. de Villeray? Le rôle de M. de Villeray. C'est lui qui a cherché, d'ailleurs, de mettre en valeur. Oui. Et on ne parle pas. Quelle est la question? La question était, quel est le rôle de M. de Villeray dans le... Moi, je ne connaissais pas M. de Villeray jusqu'à ce soir, donc je découvre ça aujourd'hui. Donc je découvre... je suis... Oui, mais c'est lui qui a mis en valeur. J'ai commencé. Je le félicite. Et moi, je voulais savoir quand même. Pas en parler. Félicitations. Merci. Oui, effectivement, j'ai commencé à faire une fondation sur Akira Tanaka, dont j'en suis le président. Je suis désolé que M. Odermatt n'ait pas parlé de moi, mais je suis quand même moi qui l'ai enclenché dans cette histoire. Je lui ai présenté que je voulais faire sauver les œuvres d'Akira Tanaka, et j'ai donc créé cette fondation. Et je suis un peu désolé que M. Odermatt n'ait Je crois que c'est pas normal, parlé. Au moins deux mots. Nous sommes à la préhistoire de la redécouverte. Tout à fait, tout à fait. Mais je suis d'accord. Fallait le signaler. On met progressivement en place. Non, mais si vous avez Là, fait c'est ce comme travail ça, le d'atelier, n'est pas commercial. Il fallait le signaler. Sauver un peintre, voilà. Et c'est désolant que... Il fallait le signaler. Excusez-moi. Deux mots. bon, que féliciter, M. Dujardin. Non, mais Merci il faut le beaucoup. faire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur Herbock. Nous allons clore la conférence. Et la conférence est suivie d'un cocktail qui se déroule au 5e étage, dans la salle de réception. Donc, nous vous invitons à prendre les ascenseurs et monter au 5e étage.
quelque chose qu'on répare pas, parce que je n'ai pas... Un petit mot a été gentil. Oui, oui, mais je voulais rencontrer à l'instant, donc je n'ai pas... Mais c'est-à-dire que c'est une chose. C'est comme un je l'oublierai pas. Merci beaucoup. C'était passionnant.